Voilà. Bon, bah, le temps que tout le monde arrive et qu'on ait le temps de mettre la présentation en place, du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Zoé Fauché, je travaille pour Adatech School. J'ai rejoint l'équipe en août et je m'occupe du coup de toute la partie acquisition. Pour présenter rapidement Adatech School, on est la première école de code féministe en Europe. Donc, c'est une formation en 2 ans avec 1 an de formation en présentiel à l'école pour apprendre du coup les bases du code et une deuxième année qui se fait en alternance. Au niveau des âges dans l'école, ça va de 18 à 45 ans. On a une moyenne d'âge de 28 ans. C'est une pédagogie alternative qui s'inspire de celle de Montessori. Très peu théorique, on apprend par le faire. Du coup, bah, notre mission, c'est de rendre l'informatique accessible à tous et notamment aux femmes. C'est pour ça que pour entrer dans l'école, il n'y a pas de prérequis techniques, on sélectionne sur la motivation. Et d'ailleurs, il nous reste encore quelques places pour le 31 janvier pour ceux qui veulent postuler. Après, bien sûr, on pourra répondre à toutes les questions après cette présentation. Du coup, je vais laisser Catherine et Henriette se présenter pour leur workshop Comment intégrer ces objectifs de développement durable, les objectifs de développement durable de l'ONU à vos produits. Merci Zoé. Catherine, je te laisse Commencer, commencer. d'accord. Merci Zoé. Donc je suis designer. Pour cette présentation, je vais ajouter le mot de impact designer. Je travaille chez Palo IT depuis presque 1 an maintenant et j'ai pu travailler dans des sociétés et d'autres agences concernant donc le design. Et spécifiquement, le design centré utilisateur. J'ai commencé par le design d'objets. J'ai pu aussi suivre une formation de front-end. Donc, j'ai associé aussi ma partie design à une partie très tech, opérationnelle. Et aujourd'hui, donc, je suis là pour partager avec Henriette sur le sujet de l'impact design. Voilà. Et moi, je suis Henriette. Je suis directrice marketing et développement durable pour Palo IT. Donc, je travaille avec Adatech School et avec Catherine sur les 2 sujets. Et donc, je suis engagée, moi, à titre personnel, mais aussi professionnel, pour créer un numérique plus responsable. Et donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui à travers le design. C'est bon. Vous parler de Palo IT un peu plus en détail pour que vous sachiez un peu plus qui on est. On est un cabinet de conseil en innovation et une entreprise agile de développement logiciel. Et on a vocation à utiliser la technologie pour œuvrer pour le bien commun. Donc, on veut créer des produits digitaux qui ont un impact positif. Pour ça, on a 3 métiers dans nos agences. Le premier, c'est le design, et c'est dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui. C'est l'UX design, donc c'est la conception, et Catherine vous en a un peu parlé avant, la conception des parcours utilisateurs notamment. La deuxième partie, c'est le développement applicatif, donc le développement logiciel, donc les développeurs full stack ou front ou back. Et la troisième partie, c'est les product owners. Eux, ils sont responsables du produit et ils ont vocation à insuffler de nouvelles idées et à manager tout ce petit monde pour que tout le monde s'entende bien les uns avec les autres. On a beaucoup d'idées chez Palo IT et on aime bien se dire qu'on construit rapidement des nouvelles idées, qu'on convertit des idées en solutions digitales, en vrais produits digitaux. Pour allier performance financière et impact positif à terme. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on a vocation à transformer les organisations et les systèmes d'information en insufflant une nouvelle dynamique durable. Alors, on est aussi une entreprise qui est leader du secteur de la technologie à impact positif. On est présent dans 7 pays, à travers le monde et on a 12 bureaux. Donc, on est en Asie, à Hong Kong et à Singapour, où on est certifié B Corp. Mais on est aussi en Thaïlande, en Australie, mais aussi en Amérique latine, où on est présent au Mexique et en Colombie. En France, on est à 4 bureaux, à Paris, à Lyon, à Nantes et à Toulouse. Et cet ancrage territorial et régional est très important pour nous. Pourquoi je parle de B Corp? Parce qu'on va beaucoup parler d'impact positif ce matin.
Je suis restée bloquée ce matin, moi. Et donc, B Corp, c'est un label qui est très exigeant et qui vous demande de justifier de donner des preuves pour obtenir la certification et donc intégrer le groupe de toutes les B Corp à travers le monde. Donc, c'est un mouvement business. Donc, on y participe en France. On espère avoir la labellisation en 2022. C'est en cours. On croise les doigts parce que c'est assez exigeant et ça prend beaucoup de temps. Et on espère vraiment l'avoir. Alors, pourquoi on vous parle de... On est là aujourd'hui, donc je vous ai présenté Palo IT, je vous ai présenté notre mission d'entreprise, parce que, en fait, pour résoudre les problèmes du développement durable et les défis du développement durable, 75% des CEO et des PDG donc, décident d'investir dans le numérique pour relever ces défis. Investir dans le numérique, ça veut... Pourquoi je ne peux pas passer à la slide suivante? Bon, j'espère que ça ne va pas passer toutes les slides d'un coup. Ah, bon, voilà. Outre les PDG, donc là, on voit l'ancien PDG de Danone, Emmanuel Faber, qui, aux universités de l'économie de demain, dit que pour lui, qu'il est évident que pour décarboner l'économie et pour la rendre plus inclusive, on va avoir besoin d'innover et d'innover sur l'innovation technologique et l'innovation sociale. Bon, j'essaie de revenir en arrière, c'est bon. Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui comment réussir à bridge le gap, justement, à faire le pont entre l'innovation technologique et l'innovation sociale. Au-delà de ça, les médias au sens large disent eux aussi que l'intelligence artificielle permettra de résoudre la transition énergétique. La sustainability a besoin de technologie pour aller plus vite, pour avancer et pour devenir vraiment mainstream et transitionner vers un monde plus durable. Donc, dans ce contexte-là, il y a des acteurs comme nous, mais il y en a plein d'autres, qui décident de créer des solutions et des outils. Donc là, on a mis en avant 2 success stories. Il fallait bien qu'on mette en avant une de nos success stories quand même, mais je vais présenter la première avant. La première, c'est Suez qui a lancé le Yuka du tri. Je pense que vous connaissez tous Yuka. Et si j'en parle là, c'est parce qu'on va y revenir après. Enfin, Catherine va y revenir après en expliquant une démarche, notre démarche d'impact design autour de cet exemple-là. Et donc, en scannant votre déchet, vous saurez dans quelle poubelle mettre. Et en fonction de la commune où vous êtes en France, vous pourrez savoir dans quelle poubelle mettre ce déchet. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est chez Palo IT, pour un de nos clients qui s'appelle Recommerce, on a développé une plateforme, enfin on a co-développé avec eux une plateforme qui s'appelle Circularix et qui permet de rendre possible l'économie circulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des acteurs comme Recommerce qui vendent des téléphones reconditionnés. C'est un concurrent de Back Market pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de vendre des produits reconditionnés facilement. Donc, eux, leur métier de base, c'est la seconde vie, le reconditionnement. Et ils connaissent très bien les mécanismes d'économie circulaire. Et donc, ils ont décidé de mettre leur connaissance à profit des autres retailers comme Leroy Merlin, Boulanger ou Darty, par exemple, qui vont pouvoir utiliser leur plateforme pour récupérer les produits que les particuliers veulent revendre, les reconditionner et les remettre sur le marché après. Donc, nous, on a créé cette plateforme-là qui permet de récupérer les objets et de les remettre sur le marché après. Donc, ça, c'est un exemple où l'innovation permet de créer des choses plus justes, des produits plus durables. Mais bon, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que oui, ça c'est dans un monde idéal, les produits innovants permettent de créer un monde plus juste. Mais on n'est pas, enfin on le sait tous, le numérique ça pollue. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre sont imputées au numérique à travers le monde et que ça va continuer à progresser. Et donc, comment on fait? Vous allez me dire, comment fait-on? On a besoin de solutions. Et donc, il y a beaucoup d'individus qui sont motivés, beaucoup de gens qui cherchent du sens dans leur travail et qui disent qu'ils ont envie de faire des choses, mais tout le monde n'a pas forcément les méthodes. Donc, chez Palo IT, on a mis en place une méthode grâce au design thinking, qui est une méthode qui existe et qu'on a complétée, qu'on a appelée Impact Design. Donc, pourquoi on parlait des objectifs de développement durable de l'ONU? Je vais y revenir, mais c'est qu'on intègre un peu ces objectifs dans les méthodologies d'impact design. Donc, pour créer cette méthodologie, on s'est un peu demandé, c'est quoi l'impact positif? C'est une question que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui. Qu'est-ce que l'impact? Qu'est-ce que l'impact positif? Déjà, on s'est dit, il y a une stratégie. Et quand on met en place cette stratégie, donc quand on agit au quotidien, on a un impact. Donc, OK, stratégie, donc grande idée, on découle, on a l'impact, on a l'action. Et donc, on dit que l'impact va être positif quand il répond aux 2 considérations que je vais vous énoncer, qui sont la création de bien-être
premier point. Et le dépassement de soi, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que l'impact l'action n'a pas un impact positif uniquement pour moi, mais elle a un impact positif pour les personnes qui m'entourent ou pour la société ou pour le monde au global si je suis vraiment un grand génie et que j'ai révolutionné quelque chose. Les types de bien-être, on a parlé de Bicorp avant, le développement durable se base sur, pour que le bien-être soit vraiment complètement complet, il répond à la fois au social, à l'économique et à l'environnemental. Donc, il y a ces 3 types de bien-être, People, Planet, Profit. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, les 3 P. Quand ils sont réalisés, quand on répond à ces trois types de bien-être, on crée un impact positif aussi. Et ensuite, il y a différentes échelles. Le global, l'individuel, la communauté et le global. Et idem, Catherine y reviendra, mais si on réussit à adresser ces trois échelles-là, on peut réussir à créer un impact positif. Et donc les ODD, ils ont été créés en 2015 par les Nations Unies. Et c'est un des outils les plus utilisés dans les entreprises par les Nations Unies. Pourquoi? Parce que c'est hyper clair. Vous avez 17 ODD, c'est imagé. Et en fait, si on réussit à répondre à tous ces ODD, on aura réussi à répondre à tous les défis du développement durable. En gros, c'est une cartographie de tous les défis qu'on doit résoudre. Aujourd'hui, avec l'urgence climatique, les ODD, ils circulent beaucoup. Comme c'est des images, c'est visuel, c'est facile à comprendre, ça circule énormément. Évidemment, ils sont tous interconnectés les uns avec les autres. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent, moi, je suis telle entreprise, je fais du café par exemple, je vais réussir à répondre à l'ODD 4, l'ODD 3 et l'ODD 15, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas pour le café, je précise. Et donc, en fait, ils réussissent à raccrocher un objectif final de développement durable à une ligne business. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire aussi avec l'impact design, c'est de dire, on veut créer un produit, on veut juste savoir, avant de le créer, s'il va avoir un impact positif et s'il va répondre à un des ODD. Pour la suite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et donc, on va se poser la question de comment designer avec l'impact positif pour objectif. Et c'est Catherine qui va vous expliquer ça plus en détail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'y répondrai pendant que Catherine présente et inversement quand je reprendrai la parole. Ok, super. Merci beaucoup, Henriette, pour ta présentation. Donc, je poursuis sur comment faire pour designer avec l'impact positif en objectif, en se disant que on a la nécessité d'aligner ces objectifs-là avec donc ces objectifs de développement durable, les ODD. Alors pourquoi du design? Pourquoi associer design et impact? Déjà, dans un premier temps, le design, c'est une méthodologie en fait, toute une série de méthodologies qui sont centrées sur l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre par l'étude et l'analyse des usages, des différentes utilisations de produits, de services et d'autres systèmes, de pouvoir comprendre et travailler sur des solutions qui vont être adaptées à des contextes un peu plus spécifiques, parce qu'ils auront été analysés par les voies du design. Donc, ça nous permet en fait d'avoir des clés qui nous permettent en fait de travailler sur l'expérience humaine, donc quelque chose qui est somme toute extrêmement pragmatique et qui s'attache à des choses vécues. Souvent, on peut travailler un produit et se dire ça va fonctionner, ça s'adapte au client qui est en cible, et tant que ça fonctionne, c'est bien. Mais le souci, c'est est-ce que c'est aligné avec le vrai besoin de l'utilisateur? Est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur la cible du client? Est-ce que le contexte d'utilisation correspond bien à la fabrication du produit? Toutes ces questions-là, en fait, sont abordées via le design. Et le design nous permet d'aligner, en fait, un certain nombre de choses qui fait qu'il sera spécifiquement, enfin, quand je dis il, c'est le produit ou l'élément sur lequel on se base pour co-construire une solution,
sera vraiment aligné à des nécessités ou des contraintes qui sont somme toute humaines dans un premier temps, et c'est cette chose-là qui est extrêmement importante. Donc nous, souvent, les designers, on est souvent là à dire oui, mais est-ce que tu es vraiment adapté ou est-ce que tu réponds vraiment aux besoins de la personne humaine? L'impact design, pour le coup, c'est un moyen pour évaluer donc une solution à travers une approche systémique. Alors, systémique, donc c'est un système et c'est quelque chose qui nous permet en fait de travailler sur différents types d'échelles. Quand on parle de système, c'est quoi? C'est en fait un élément qui est dans un tout. Donc là, on ne parle pas que d'un produit, mais on va parler de l'ensemble des choses qui sont autour du produit. On peut parler, par exemple, pour illustrer la chose, du système solaire. Donc, nous, on peut être centré sur notre planète, la planète Terre, mais en fait, finalement, la planète Terre, elle a des actions et des réactions qui sont liées à la Lune, avec les marées, au Soleil, avec la chaleur, la température, des choses comme ça. Donc, ça implique aussi des réactions sur le climat, enfin, plein d'autres choses. Donc, on ne peut pas rester centré sur la Terre, il faut qu'on considère la Terre avec l'ensemble du système dans lequel elle est. Et c'est ça, en fait, cette approche systémique, c'est-à-dire qu'on ne va plus rester concentré sur un élément, un produit, mais on va considérer le produit dans un environnement, dans un système avec lequel il va interagir. Et c'est ça, cette pensée systémique qu'on essaye de développer. Alors, nous-mêmes, designers, on a lancé le terme approche systémique, mais on est encore assez au début de cette approche. C'est donc une approche qui nous permet en fait de travailler l'impact de manière vraiment globale et de pouvoir l'appréhender dans vraiment son ensemble. Qui a formalisé ou modélisé cette pensée? On a une personne qui s'appelle Donella Meadows, qui est en fait une américaine, une écologiste parmi les premières écologistes des années 70. Et elle a coécrit avec son mari un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui est sorti en 72, sur l'impact de la croissance démographique sur les ressources. Donc, on peut dire que c'est extrêmement d'actualité. Et ce rapport qu'ils ont pu sortir en 72 a été confirmé en 2014. Donc, comme quoi, voilà, toutes ces années ont été longues pour reconnaître que finalement, ce rapport apporte des solutions ou du moins des études avérées bien plus tard. Donc, ce livre, Thinking in System, est un peu la référence quand on parle de pensée systémique et cela nous permet, nous, en tant que designers, de travailler sur tous les types de systèmes, toutes les manières d'intervenir au cœur des systèmes pour essayer de vraiment travailler sur vraiment une échelle de plus en plus globale. Et ça nous permet en fait d'avancer et de travailler sur tous ces objectifs de développement durable qui sont somme toute extrêmement importants aujourd'hui. Merci. Alors, quand on parle de système, quel type de caractéristiques on peut avoir dans ces systèmes? Bon, déjà, en base, on va avoir les éléments. Donc, ce sont tout ce qui est visible, en fait, dans ce système. Si on reprend le système solaire, ça va être toutes les planètes qui, somme toute, sont très visibles, le Soleil, et puis après, on va arriver sur les petites planètes qui tournent autour des plus grosses planètes, donc on va dire la Lune et d'autres satellites. On va avoir ensuite un certain nombre d'étoiles, enfin plein d'autres choses comme ça. Ensuite, on a les interconnexions, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la Lune qui va interagir avec la planète Terre, et la planète Terre va interagir avec la Lune, puis le Soleil, et puis avec d'autres planètes. Enfin, toutes ces interactions-là vont devoir être prises en compte et on va essayer de les établir au fur et à mesure de l'étude et du processus qu'on va développer. Après, on a d'autres types d'exemples là sur l'arbre, l'université ou Facebook pour voir que finalement,
quel que soit le domaine ou le type d'éléments sur lequel on travaille, ben finalement, on se rend compte que cette notion systémique a toujours son importance et est toujours d'actualité parce qu'en fait, on est tous dans des systèmes plus ou moins importants. Et ensuite, on a aussi… attends, juste… Pardon. Hop. Pardon, excusez-moi. OK, pardon. Donc, la fonction et le but qui restent en fait les choses d'interconnexion, c'est-à-dire si on parle de lien entre éléments, on va se poser la question quelle est la cause et quel est l'effet. Donc, on verra après qu'en fait, on a différents types de liens ou de connexions qui vont impacter en fait le système dans sa globalité. Voilà. Donc, par exemple, si on décide finalement de travailler sur un système, on va avoir la nécessité de la cartographier. Parce que si on énumère tous ces ensembles, il va falloir qu'on arrive à visualiser chaque élément et quel est l'impact de chaque élément les uns avec les autres. Si on parle d'interconnexion, il va falloir commencer à travailler quel type de connexion par ces nécessités de fonction ou but vont se créer les uns avec les autres. Et donc, on va travailler beaucoup sur les relations entre les éléments. Donc, on a cette cartographie des différents éléments qui vont composer le système. Et on a aussi, en fait, à prendre en compte le comportement de ce système dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on va commencer à travailler sur une durée. Est-ce qu'on va travailler sur un système sur l'ensemble d'une année ou sur 3 mois ou sur d'autres choses? Merci, je m'y perds aussi. Donc, en fait, au fur et à mesure de la cartographie, on va travailler sur les différentes informations qu'on va pouvoir établir entre éléments. Donc là, on a pris un exemple sur l'université. Donc, on a d'un côté des étudiants et de l'autre côté, on a les frais qui sont relatifs aux inscriptions et aux différents cours. Donc, on établit en fait un exemple qu'on va dérouler au fur et à mesure de la démo. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on va avoir des liens qui vont avoir des conséquences ou qui vont avoir des causes sur les différents éléments. Donc là, les étudiants avec les frais de cours, est-ce que le nombre de demandes d'inscription va augmenter ou diminuer en fonction des frais de cours qui vont augmenter ou diminuer. Donc ça, c'est vraiment des types d'exemples. Alors là, en fait, on s'attache à ces liens, on appelle ça des boucles de rétroaction. Alors ça, c'est un peu le terme qui devient un peu compliqué. Mais en fait, pour aborder ce système, en fait, on va vraiment travailler sur différents types de liens. Est-ce qu'on a entre deux éléments un lien, donc un lien de l'un vers l'autre et un lien de l'autre vers le retour, enfin qui fait un retour, ça crée une boucle en fait. Et est-ce que ces deux liens vont créer un équilibre, c'est-à-dire qu'on a vraiment un lien qui va être positif, donc les étudiants et les frais de cours, ça veut dire que si les frais de cours ne sont pas très importants, il y aura plus d'étudiants, mais si les frais de cours sont importants, il y aura moins d'étudiants. Donc, on commence à créer en fait ces liens de cause à effet sur tel ou tel élément qui vont soit créer un renforcement positif, et là, on va appeler ça un cercle vicieux parce que c'est autosuffisant. Et comme c'est autosuffisant, ça ne crée plus de système. Donc, il y a de moins en moins de liens puisque en fait, c'est une boucle qui tourne sur elle-même. Dans l'autre sens, on a un renforcement, on appelle ça le renforcement négatif. Ça veut dire que plus il y aura d'arbres, plus on aura le respect de la nature et ça permettra d'avoir des circonstances ou un contexte positif pour la nature. Mais là aussi, c'est un cycle vertueux parce que en fait, au bout d'un moment, mais ça on le verra dans l'exemple qu'on vous déroulera tout à l'heure, ça peut aussi, au bout d'un moment, se limiter. Donc l'intérêt, c'est vraiment de chercher à avoir dans les systèmes les éléments avec des boucles d'équilibre
qui nous permettent de créer vraiment une sorte d'harmonie, on va dire, hein, dans le système, et qui va nous permettre aussi de gérer le changement, de gérer en fait des suffisances qui vont se nourrir les unes les autres et qui vont avoir donc un système qui va être plutôt positif et qui va permettre de travailler sur les objectifs de développement durable. Voilà, donc là, en fait, c'est un exemple, si on continue sur les frais de cours et les frais de scolarité avec les étudiants, on voit bien que si les étudiants sont en difficulté, en fait, enfin des difficultés financières, pardon, dans ce contexte, pour s'inscrire notamment, on pourrait rajouter un élément qui permettrait à ces étudiants de pouvoir payer de manière plus simple et plus juste les frais d'inscription et les frais de cours. Donc là, sur deux éléments où on voit que finalement, ça peut créer un problème, on peut rajouter un troisième élément et travailler une intervention et une solution pour rendre les choses beaucoup plus fluides et plus positives. Donc là, on aborde un sujet social et donc on pourrait aller chercher un objectif sur le social, notamment. Alors, côté pratique, on va vous donner un peu un déroulé d'atelier avec Henriette sur quels outils utiliser. Alors, on en a choisi un, mais cet outil, en fait, il va avoir différentes étapes qu'on va vous dérouler. Et ces étapes s'inscrivent dans donc la méthodologie du design thinking. Donc le design thinking, encore un terme un peu complexe, mais en fait c'est vraiment une pensée qui s'inscrit dans cinq étapes principalement, et c'est une étude et c'est une analyse des produits, du contexte, donc un peu ce que je disais au départ par rapport à la pensée systémique. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va travailler sur la compréhension, de quoi on parle, qui sont les utilisateurs qui sont en cible, ou du moins qui sont concernés par la solution ou le produit qu'on veut travailler. Est-ce que le contexte est viable? Est-ce que le contexte est positif pour une utilisation positive et correcte? Ensuite, on va travailler la définition. Donc là, on va travailler à partir des objectifs de développement durable pour essayer de construire une solution qui pourra s'inscrire de manière toujours positive, bien sûr, dans ces ODD. Ensuite, on va essayer de réfléchir ensemble. Ça, c'est toujours très important dans le design thinking, c'est vaut mieux le faire à plusieurs. Et en général, ce plusieurs, il se définit par des personnes qui travaillent notamment en développement. Il y a aussi des designers, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas en lien direct avec le digital, mais qui connaissent très bien le contexte ou qui connaissent très bien ce qu'on dit le terrain. Ou qui connaissent aussi très bien le métier. Donc, en fait, on essaye, nous, en design thinking, de rendre ces phases d'atelier extrêmement plurielles à plusieurs, pour pouvoir essayer de capitaliser sur la connaissance de chacun et rendre les choses extrêmement fluides pour l'après, la phase de construction. Et ensuite, donc, on a le prototype. Et, pardon, la cinquième, je ne sais plus. Ouais. Le test, bien sûr, mais oui, bien sûr, le test, bien évidemment, il faut tester. Vous devez certainement savoir de quoi je parle en tant que développeuse et développeur. Voilà, merci Henriette, pardon. C'est bon. Ok, merci. Donc, alors là, maintenant, on va vous dérouler les différentes étapes de l'atelier. Alors, en parallèle de ces étapes de design thinking, on a la première phase ou la première étape qui va être le radar à impact. Alors, c'est un framework qui est prêt à utilisation. Et c'est en fait, voilà, c'est cet exercice-là. C'est un exercice qui nous permet en fait de travailler déjà sur une solution émise qui a été plus ou moins validée à différentes étapes de cadrage ou de réflexion. Et cette solution, on va essayer de la travailler sur des idées ou des éléments d'impact, soit positifs, soit négatifs, avec ces trois échelles dont parlait Henriette, c'est-à-dire l'échelle individuelle, donc
nous-mêmes en tant qu'utilisateurs directs de la solution. Ensuite, la communauté. Donc, on peut parler, on va dire, de petits groupes ou bien d'utilisateurs plus indirects ou bien de groupes d'utilisateurs un peu plus ciblés. Et puis le global, ça va être beaucoup plus toute la partie environnementale, sociale, d'autres choses qui vont avoir donc une échelle beaucoup plus grande et qui va nous permettre d'aborder des choses finalement très indirectes, mais qui auront quand même un impact important sur est-ce que notre solution va être viable et positive par rapport toujours aux ODD, bien sûr. Donc, en fait, ouais. Catherine, oui. Alors, on a un exemple après, donc on va refaire toutes les étapes de ce workshop avec un exemple illustré après. Donc là, pour l'instant, ça peut paraître un peu, comment dire, abstrait, pas peut-être, tangible et un peu abstrait, mais vous verrez que c'est très tangible et très facile à faire et à mettre en œuvre une fois que vous verrez l'exemple. Je laisse la main, Catherine. Ouais. Donc, oui, voilà, par rapport aux ODD, une fois qu'on a établi en fait une sorte de série d'éléments qui se connectent les uns avec les autres dans cet exercice de radar, on va avoir donc établi devant nous une sorte de système plus ou moins abouti. Et là, en fait, on va travailler à aligner la réflexion qu'on aura élaborée dans le radar sur les objectifs d'impact positif, les ODD notamment. En fait, ça va nous permettre de nous concentrer et de vraiment chercher à travailler sur des axes d'ODD qui va nous permettre en fait de chercher des axes de décision par rapport à ces objectifs. Quel type d'ODD on va pouvoir choisir pour pouvoir se dire cette solution, elle va répondre à la fois aux besoins métiers, mais aussi aux besoins ODD. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans la recherche de solutions et dans la façon de se projeter en fait dans ces ODD, qui parfois peuvent être juste établis de façon assez générale et pas très très pratique ou concrète. Ensuite, on va bien évidemment travailler cette phase de réflexion, d'idéation, où c'est là où vraiment il est important d'élargir les esprits et de se permettre un peu tout pour essayer de trouver des moyens de changer en fait les systèmes qu'on aura établis dans le radar et se dire bon là c'est négatif, comment on peut solutionner ce point négatif qui nous empêche de rendre la solution extrêmement fluide et extrêmement ciblée sur tel ou tel élément d'objectif durable. Et ensuite, après, on se permet de se focuser, de se recentrer sur une partie du système. Et là, de la même manière qu'au début de l'exercice, on va essayer de lancer une sorte de simulation, en fait, pour travailler et observer ce qui peut arriver par rapport à différents éléments ou différentes variables en fonction des interventions qu'on va pouvoir émettre à travers des hypothèses. Et ça, c'est en fait finalement une façon d'articuler notre propos et articuler notre façon de réfléchir de manière un peu plus ouverte, mais en même temps un peu plus pragmatique. Ça, c'est vraiment l'objectif de ce type d'exercice, pour le coup très design, c'est de vraiment toujours rester attaché à des choses assez concrètes. Et ça nous permet aussi de constater que on a des moyens aujourd'hui de pouvoir agir sur différents éléments auxquels on n'aurait pas pensé avant. Voilà, donc voilà, c'était l'idée des hypothèses. Donc ça, c'est le tableau en fait où on aura retrouvé toutes ces différentes étapes. Mais passons vite à la pratique ou du moins à un exemple type. Parce que c'est vrai que... Laisse présenter l'exemple, Catherine, pendant que j'ouvre le Miro. Ouais, d'accord. Alors, l'exemple, en fait, c'est... alors, je vais le reprendre.
Ouais, pardon, je n'étais pas à jour. Le voilà. Donc l'exemple, en fait, c'est le ministère de la Santé nous a demandé, enfin demande à Palo, de développer une application qui permet en fait aux membres du public d'entrer des informations sur leurs préférences alimentaires et leurs habitudes de consommation. Donc ça, c'est tout ce qui peut être allergie alimentaire, certaines sensibilités, les conditions médicales aussi, et pourquoi pas des préférences religieuses, des considérations éthiques ou même tout simplement le régime alimentaire. Donc l'idée, c'est d'avoir une application qui va nous permettre de scanner un article au supermarché, enfin dans le magasin, pour vérifier que cet article va bien répondre à toute la liste des prérequis qu'on aura remplis précédemment dans notre historique et dans notre profil. J'arrive pas à zoomer, alors excusez-moi, je sais pas pourquoi. Ah. Alors là, vous avez vraiment tout l'ensemble du framework qui est donc établi. Souvent, on utilise Miro. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, surtout en remote. Ça nous permet de faire des ateliers, pas mal d'ateliers design thinking. Et c'est quelque chose qui nous permet de travailler beaucoup en collaboratif. Donc ça, c'est vraiment sympa comme outil. Donc, on a établi en premier l'impact radar. Oui, alors c'est très puissant. Ouais, ça rame un peu. C'est très puissant en Zoom, donc parfois la manip est un peu compliquée. Donc en fait, on a sur le Miro un petit exercice qui a été réalisé. Et on va retrouver en fait sur l'impact radar, dès qu'on arrivera à voir l'affichage. Mais on va avoir en fait sur ce radar différentes post-it qui ont été positionnées. Alors c'est différentes personnes qui ont positionné ces post-it sur le radar. Et on va avoir deux couleurs. On a la couleur vert qui est le positif, l'impact positif, et on a en rose le côté négatif. Donc, chaque post-it, en fait, est positionné en fonction de l'échelle individuelle ou l'échelle communautaire ou l'échelle globale. On pose nos post-it en fonction de qu'est-ce qui pour nous pourrait être intéressant à développer ou à donner en fonctionnalité dans cette application. Et puis aussi, quelle est la conséquence ou quel est l'effet en fait de ce post-it ou de cette fonctionnalité ou d'autres choses. Et après, on va travailler sur différents liens entre les post-it. Donc, si par exemple, alors on pourrait peut-être faire Reducing Meds Fees pour commencer sur certains points. Voilà, donc là, on voit que côté individuel, on pourrait se dire, bon, cette application, elle va nous permettre de réduire notre consommation de médicaments. On peut aussi avoir en conséquence, on va perdre moins de nourriture, enfin du moins on va jeter moins de nourriture. Et en fait, ah oui, mais en fait, avoir moins de déchets sur la nourriture, c'est en fait moins d'argent perdu. Donc au fur et à mesure, en fait, on commence à construire par idée, par juste, voilà, ah tiens, je pense à tel élément. Ah oui, mais cet élément-là, il aura ça pour conséquence, ou la cause de cet élément peut être celle-ci. Donc, on essaye de remonter, on y va vraiment comme ça, un peu de manière itérative et empirique. Et au fur et à mesure, on arrive ensemble à créer des liens entre les post-it. Ensuite, on peut avoir oversimplify can... Ouais, enfin, on peut avoir des points négatifs, pardon. Voilà. Bon. L'anxiété, par exemple, que ça crée de savoir exactement le nombre de calories et le nombre de glucides, par exemple, que vous avez dans un aliment, ça peut créer une anxiété pas forcément utile. Ou, dans cet exemple-là, ce qui était intéressant aussi, c'était
le fait que comme c'est une application gouvernementale, dans cet exemple-là, on donne nos données au gouvernement, nos données de nourriture. Donc le gouvernement, c'est tout ce qu'on mange au quotidien, enfin, par exemple, tout ce qu'on veut manger, puisqu'on ne sait quand même pas tout ce qu'on mange. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est une façon vraiment d'essayer de considérer vraiment dans sa globalité, à différentes échelles, vraiment l'ensemble et l'impact que pourrait avoir cette application. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir en fait ce framework parce que ça nous permet vraiment de se projeter et de travailler vraiment, de mettre en commun ce travail d'établissement de connexion et de création de systèmes. Donc ensuite, une fois qu'on a passé cette phase-là, on essaye en fait de reprendre une partie de toutes ces interconnexions et on cherche à se concentrer sur un cycle ou du moins un élément circulaire du système. Donc, en général, vaut mieux privilégier des connexions, des interconnexions qui créent une boucle, un début et qui peut revenir sur l'application ou du moins sur le produit, la solution donnée, parce que ça nous permet vraiment d'essayer de parfaire en fait les interventions et d'avoir vraiment un microsystème en fait qui aura été issu d'un système beaucoup plus global. Donc ça, c'est aussi un moyen de parfaire en fait la démarche et de travailler plus fortement l'impact. Donc là, en fait, ensemble, on essaye de voter sur différents éléments qui nous paraissent extrêmement importants. Donc là, notamment, ils ont pu voter sur 3 choses assez importantes. Hop, je vais retourner sur le mien. Donc, le premier, c'est le fait d'avoir un truc de scoring qui permettrait d'augmenter l'éducation aux consommateurs. Donc, un truc un peu comme Bicorp qui permettrait d'avoir une note en fait pour chaque produit. Et qui nous permettrait d'être plus encouragés à tel ou tel usage ou utilisation. Et puis sinon, donc, catégoriser ou tracer les produits de l'agriculteur local. Et donc ensuite, on a le troisième élément sur providing farmers, donc sur les prédictions possibles des tendances de consommation. En fait, cet ensemble nous permet de travailler sur un axe qui pourrait être privilégié et qui pourrait nous permettre d'affiner en fait un certain nombre de fonctionnalités et d'avoir les parties positives et les parties négatives de tout ça. Donc, qu'est-ce que nous, après, on essaye de choisir en termes d'impact souhaité et en même temps, quel type d'intervention on pourrait proposer pour essayer finalement d'avoir une application qui aurait des plus et qui pourrait avoir des fonctionnalités un peu plus spécifiques qui pourraient après s'inscrire dans une utilisation beaucoup plus adaptée, toujours auprès des utilisateurs par rapport à ce framework et cet exercice. Donc, on essaye après de choisir, après les votes, choisir les post-it qui auront été sélectionnés. Et à partir de là, en fait, on essaye de travailler sur des hypothèses qui seraient construites, qui se construiraient avec le choix d'ODD un peu plus spécifique. Donc là, parce que bon, on va pas se leurrer, on peut pas travailler sur l'ensemble des ODD. Comme disait Henriette, on en a 17, hein, c'est ça? Ouais. 17, bon, c'est énorme. Mais si on arrive à en prendre 3, déjà, ça a déjà un impact assez solide, assez fort. Et là, en fait, cette démarche nous mène à sélectionner des hypothèses d'impact qui seraient relatives à tel ou tel ODD. Et là, on commence à inscrire l'application et la solution à travers ces ODD et donc
atteindre cet objectif d'impact positif. Et ça, c'est vraiment un exercice complet qui nous permet vraiment de réaliser ça de manière extrêmement concrète, de travailler sur donc une co-construction, puisque en fait, les personnes embarquées dans cet exercice comprennent un peu les tenants et aboutissants de la nécessité de travailler à travers les ODD et de pouvoir en fait ensuite travailler sur une partie marketing finalement sur cette application aura pour objectif de travailler spécifiquement tel et tel ODD. Et ensuite, la dernière étape, c'est experiment setup, c'est-à-dire toutes ces hypothèses qu'on aura commencé à construire, comment nous, on va pouvoir les valider, sur quel élément ou sur quel sur quel élément, pardon, excusez-moi, sur quel élément on va pouvoir mesurer pour pouvoir se dire effectivement cette hypothèse s'avère juste, cette hypothèse elle a besoin d'être retravaillée parce que finalement elle n'est pas complète, elle n'est pas juste ou elle n'est pas vraie ou elle n'est pas tout à fait sûre. Enfin voilà, ça c'est créer des hypothèses et essayer de les valider ou de les mesurer, de mesurer l'impact, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans la co-construction en amont du développement et de la construction métier de la solution. Et ça, c'est vraiment un objectif très important de la part du designer de pousser sur ça parce que ça nous permet vraiment d'avoir une base solide avérée sur un produit qui se retrouvera dans les usages des utilisateurs et qui sera validé par ces objectifs de développement durable. Donc, il y aura deux axes extrêmement importants qui pourront être, par cette méthode, extrêmement confirmés, j'aurais presque envie de dire, presque certifiés, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la démo. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'en ai vu une dans le chat. Je vais la rouvrir. Alors, Cécile qui dit « L'impact radar est construit avant l'idéation, mais en ayant connaissance du produit qui doit être construit ?» Point d'interrogation. C'est-à-dire, en fait, avant l'idéation, c'est ça? Je ne comprends pas trop la question. Je n'ai pas très bien compris la question. Cécile, est-ce que tu veux bien unmute ton micro pour nous préciser un peu ta question? Bonjour. Bonjour. J'essayais de faire le rapprochement entre le design thinking et la méthode que tu nous présentais. Et j'essayais de comprendre à quel moment, en fait, on en était. Est-ce qu'on en était à définir le produit qu'on voudrait tenter de faire? Ou est-ce qu'on en est à, OK, on a trouvé notre point de douleur et on essaie de mettre plein d'idées. Et en même temps qu'on fait toutes ces idées, on fait du lien et on fait l'impact radar, quoi. J'essaie de comprendre un peu à quel moment on était du processus oui, que je connais moi, en fait, que le design thinking de base, quoi, on va dire. Oui, voilà, d'accord. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est à la phase d'idéation, effectivement. Donc, ça correspondrait à la troisième phase où vraiment là, on essaye d'ouvrir au maximum, en fait, après une phase où on aura travaillé l'étude, la compréhension, le contexte, etc. C'est quelque chose qui peut intervenir dans la partie idéation, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a besoin quand même d'une préparation et d'une mise en connaissance du contexte et des circonstances d'utilisation ou d'autres circonstances métiers, mais qui peuvent être très utiles dans cette phase de recherche et d'ouverture, en fait. Donc, si en fait, tu connais la phase diamant, c'est ça, sur le truc design thinking? Oui, ouais. Donc, c'est la troisième phase qui s'ouvre, en fait. D'accord. Voilà, donc l'idéation, c'est ça. Merci. Johanna demande, serait-il possible d'accéder à ce Miro pour mieux comprendre les étapes de la recherche? Alors oui, tout à fait. On a même... Alors, Catherine, je pense que tu as le lien. Ah non, attends, je vais t'envoyer. En fait, tu peux télécharger. On a voulu que ce soit open source, cette démarche, et donc tu peux tout télécharger.
ici. Je te mets le lien. Et bien sûr, si tu as la moindre question, Johanna, on a mis nos... Oui, sinon, il y a le Miro directement, mais tu as la démarche Impact Design avec toute la presse. Parce que là, on est allé assez vite, on n'avait qu'1 heure. Oui, ouais. On a un peu speedé à certains moments. Donc, c'est vrai que sur les systèmes, etc., vous avez toute la documentation sur ce lien-là. Donc, n'hésitez pas. Et donc là, vous avez nos adresses mail. Ah non, on ne l'a pas mis. Ah non, je n'ai pas rajouté. Bon, on rajoutera. Je les ajoute tout de suite. Parce que... Ah non, ça c'est Catherine Smet. J'ajoute pendant que vous... Si vous avez d'autres questions d'ici là, je me permets juste de rajouter les adresses mail. On sera ravis d'y répondre même plus tard parce que c'est vrai que c'est assez, Oui, assez riche. C'est assez dense, oui, tout à fait. J'en profite pour dire qu'on recrute donc, sur des postes d'UX Impact Designer. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures également. Tout à fait. On sera ravis de donner suite. Oui. J'ai vu qu'il y avait une de nos RH qui avait suivi tout le cours, donc elle sera contente que je donne cette petite information. D'accord. D'autres questions, peut-être? Et je vois des merci. Ben, avec plaisir, Johanna, Cécile, on est ravis d'y avoir répondu à tout ça. Pas d'autres questions? N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Oui, parce que c'était vraiment dense. Hein. On a essayé de rendre les choses les plus claires possibles, mais effectivement, c'est une approche assez nouvelle. Hein. Même nous, en tant que designer, c'est pas toujours très, très évident de nous inscrire dedans et d'embarquer sur ces nouvelles notions. Mais c'est vrai que ça nous permet vraiment d'avoir un scope beaucoup plus large d'approche et d'intervention et de travailler de manière un peu plus, on va dire, environnementale, écologique et même sociétale, hein, parce que les ODD, c'est aussi beaucoup de sociétal. Donc, tout à fait. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'imaginer les... Enfin, on a volontairement choisi l'exemple de l'app de scanning parce que c'est une app que tout le monde trouve formidable. Bon, après, on a imaginé qu'elle était créée par un gouvernement. Un peu plus loin quand même, parce que du coup, ce n'est pas le cas. Mais on voulait vraiment montrer qu'il pouvait y avoir des impacts négatifs, même sur les aspects, outre que la pollution numérique, il pouvait y avoir des aspects de pollution. ouais. Pardon. Alors, d'autres questions? Ouais. Vas-y. Ce genre de recherche prend combien de temps et combien de membres d'équipe? Première question. Alors, c'est un atelier qui peut se dérouler en 3 voire 4 heures. Pour les membres d'équipe, on fait à peu près 15-16 personnes. C'est un peu l'idée. Après, ça va être trop, c'est trop nombreux. Donc, on essaye de maximiser sur 15-16 personnes en se disant qu'après, la manière d'organiser, c'est par groupe de 4. Comme ça, il y a pas mal de brainstorm, d'itérations par petites équipes. Et ça permet de rendre les choses encore plus riches. Ensuite, on a... Oui, pardon. Alors, le diaporama est-il disponible? Oui, on va l'envoyer à Zoé d'Adatech School qui vous le transmettra. Cécile, est-ce qu'on regarde ce que va coûter écologiquement la partie bac techno de la solution? Alors, très bonne question. Ah, très bonne question. Alors, c'est rigolo parce que Catherine et moi, on travaille avec d'autres personnes de chez Palo IT, que sont Steve et Lionel, qui travaillent avec nous là-dessus. On essaye de mettre en place une méthodologie Green IT à l'heure actuelle. Mais plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de ce que ça coûte qui existent, mais tous les outils ne sont pas équivalents. Donc, nous, on est en train d'un peu de tous les benchmarker pour savoir sur qui parier, on a envie de dire. C'est le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui, même au Shift Project, moi, j'ai essayé d'appeler les experts numériques responsables et IT du Shift Project. Ils disent qu'en fait, les experts ne sont pas tous d'accord sur le volume d'émissions
du numérique. Donc, c'est des sujets qui sont encore un peu fluctuants sur la partie vraiment pollution. On creuse beaucoup. On a une grosse équipe R&D là-dessus en ce moment et on espère avoir les solutions bientôt. Catherine, tu veux rajouter quelque chose sur Oui, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement neuf aussi, très jeune. Et là, quand on a différents experts en échange, on se rend compte qu'effectivement, tout reste à faire en fait aujourd'hui. Et cette approche systémique est extrêmement challengeante parce que là, par exemple, bon, je ne vais pas parler du côté bac, mais l'exemple du télétravail, par exemple, comment on peut comptabiliser un télétravail ou un travail en bureau. C'est aussi le coût des machines, des serveurs, si on envoie un certain nombre de mails, et d'autant plus si ce sont des développeurs qui travaillent, parce qu'effectivement, ça va faire appel à un certain nombre de ressources, à la fois machines, à la fois technologiques, on va dire, sur quel type d'appareil on travaille. Enfin, il y a tellement de variables que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de comptabiliser. Sur une application, on essaye en fait, finalement, c'est un peu cette phase où on se focus sur une partie du système, où on essaye au moins de commencer sur ce focus. Donc, on a un système fermé en se disant, si on travaille sur cette application, ça va impacter 3 développeurs, donc 3 développeurs, 3 machines, donc un serveur. Est-ce que le serveur, il est interne? Où est-il basé? Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment en ce moment des choses qui sont assez nouvelles. Et effectivement, comme disait Henriette, Palo IT essaye de travailler de manière extrêmement concrète sur tout ça, parce que ce sont des questions qui sont extrêmement importantes à se poser. Yves-Marie, une autre question. Avez-vous la même démarche pour le volet accessibilité numérique? On se rend compte que sur des nouveaux produits, l'accessibilité sur des sujets UX design, UX UI design en phase de cadrage est primordiale. Très bonne question également. Très bonne question également, ouais, c'est clair. Et alors, je vous cache pas que c'est assez difficile de prendre en considération l'accessibilité, surtout en amont, parce que bon, c'est là où vraiment les choses se jouent pour l'accessibilité. Alors, quand on parle d'accessibilité numérique, on est bien d'accord que c'est la capacité à rendre accessible pour les malvoyants ou les malentendants, les choses comme ça. Moi, je parle de ce type d'accessibilité. Ok, super. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit être absolument à considérer en phase de cadrage. On a encore beaucoup de résistance auprès des clients sur ces éléments-là, mais au fur et à mesure, en fait, on arrive par 2-3 principes de base à travailler en fait à la fois côté métier pour les convaincre, d'avoir aussi du temps alloué pour travailler ces éléments-là d'accessibilité à travers notamment le code et à travers bien évidemment l'UX UI design. Et d'ailleurs, la meilleure façon de le faire, c'est en collaboration avec les développeurs. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment efficace. Et alors, sur la réponse à la question, est-ce qu'on a la même démarche? Alors, pour le coup, on a un expert qui a déjà fait un premier cours en interne sur la démarche là-dessus et on est en train de le mettre en forme. Donc, ça va nous prendre quelques semaines pour mettre en forme tout le dispositif, l'offre et la capacité nous-mêmes à s'approprier le sujet, parce que pour l'instant, on vient d'être formé par notre expert accessibilité qui fait partie de l'équipe de Catherine, qui s'appelle Patrick. Mais il faut savoir que ces éléments-là, qui sont l'accessibilité numérique et le travail on va dire, du Green IT, ce sont des choses qui ne sont pas très, on va dire, entre nous, qui ne sont pas très actives, qui ne sont pas très demandées ou exigées en début de phase, notamment en cadrage ou sur un tel ou tel projet. Néanmoins, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui, si vous arrivez à être expert d'une certaine manière ou de rajouter ces tuiles de compétences, seront extrêmement importantes pour vous dans les mois à venir. On sent que ça bouge, quoi. On sent que voilà, il y a quand même. Petit disclaimer, et la raison pour laquelle nous on est en train de se positionner sur ces sujets-là, c'est qu'il y a quand même un peu de. Alors quelqu'un disait dans les commentaires, c'est très nébuleux.
Ouais. Alors, je ne vais peut-être pas dire de greenwashing, mais il y a en tout cas de Ouais. l'appropriation du sujet sans en connaître vraiment les limites. Et alors, nous, notre point de vue chez Polarity, c'est de dire qu'on est expert, certes, qu'on connaît le sujet, mais quand on connaît un sujet, on connaît aussi ses limites. Donc, c'est pour ça que moi, en introduction, je dis toujours le numérique, ça pollue. Par contre, on essaye toujours de faire en sorte que ça pollue un peu moins. Ouais. Ouais, et il faut savoir aussi que pour le Green IT, il y a des lois qui sont en devenir. Il y a des lois qui sont sur la table du Sénat, de l'Assemblée générale, et elles vont sortir très rapidement. Enfin, quand je dis très rapidement, elle est c'est... sortie déjà, la dernière loi, je crois, Catherine, non? Ouais. Enfin, là, D'accord. elle est sortie sur la partie réutilisation des appareils. Ah oui, réutilisation, mais sur la consommation CO2 d'un système informatique. Oui, ça, c'est Et encore en train, ouais. ouais, c'est en cours. Donc, on sent que va y avoir aussi des lois qui vont énormément contraindre, comme tu dis, Henriette, notamment cette loi de réparabilité qui a incroyablement fait bouger les choses en très peu de temps. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres questions? On a dépassé de 2 minutes, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et sinon, voilà, vous avez nos mails, donc n'hésitez pas à nous écrire. Oui, c'est vrai qu'on part de très loin. C'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, on y travaille et franchement, on sent que les choses bougent pas mal. Ouais, le secteur du digital aussi, le secteur du numérique en France est quand même assez engagé, a envie que les choses bougent. Donc, on voit plein d'initiatives. Et donc, c'est peut-être ce qui rend aussi les choses nébuleuses. Et c'est bien que l'État s'empare aussi, à travers ses Ouais, lois, du sujet pour codifier, clarifier et réglementer un peu toutes les initiatives qui vont un peu dans tous les sens, mais qui permettent aussi de faire progresser le sujet. Donc, heureusement qu'il y a les deux possibilités d'action, donc aussi bien le côté réglementaire, mais aussi les acteurs privés qui font de la recherche, de la R&D et qui développent des connaissances là-dessus. ouais, tout à fait. Intéressé pour consulter le résultat de votre benchmark lorsque ce sera fait, avec plaisir, on va certainement beaucoup communiquer dessus. Donc, Ouais, avec on plaisir. peut nous suivre sur les Carrément. réseaux. Ouais. Et ben, merci à tous.